Une épopée de tristesse, c'est un résumé parfait de la vie de Kuma. Une épopée pour les autres, une épopée à se sacrifier tous les jours sans rien attendre en retour. Il est allé jusqu'à l'impensable, faire un pacte avec un démon. Mais avant ça, il a réussi à sauver sa fille grâce à un pacte avec cet homme, avec Vegapunk. Et l'histoire de leur rencontre va changer le monde entier. Et bien sûr, elle est racontée ici, dans le chapitre 1099 de One Piece. Et bienvenue sur Raftelli Nakama. Et oui, encore une fois, ce chapitre était incroyable. Mine de rien, ce flashback est assez long et vraiment très bien fourni. Nous, ça nous fait vraiment plaisir. Par contre, on a un peu l'impression que le prochain chapitre sera sans doute la fin du flashback. C'est pas plus mal. Mais n'oubliez pas que c'est le chapitre 1100 la prochaine fois et ça va être incroyable. Pour moi, on va voir Saturne qui va débarquer. Après, c'est pas les productions, mais on le fait quand même. Et il va dire, moi, pas tuer, fie-toi. Si toi, devenir pacifista. Mais en langage un peu plus démoniaque. Parce que oui, tout le long de ce chapitre, on a des références à des démons. Que ce soit le roi de Sorbet ou alors juste Kuma qui en parle en fait. C'est assez particulier, mais croyez-nous, tout ça ne mènera qu'à la révélation Saturne au chapitre 1100. Et en attendant, ne vous inquiétez pas, parce qu'on va analyser en détail ce chapitre 1099. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. La page de couverture cette semaine nous montre Oden qui se fait coiffer par des tanuki. Et oui, c'est un peu partout des petits choppers qui sont en train de le coiffer et ils sont en train de changer sa coiffe, tout simplement. Ils sont en train de faire une coiffe qui aurait été la vraie coiffe d'Oden. Et oui, c'est vraiment ce qu'il y a dans les Oden. Et Oda l'avait dit lui-même, cette coupe, il voulait la mettre pour Oden. Sauf que les éditeurs ont dit, oh, c'est peut-être un peu trop, on va simplifier tout ça. Et ça a été simplifié. Oda, c'est sa petite revanche, un petit peu sympathique, assez mignon d'ailleurs. Mais cette image ne cache rien. Donc on passe au chapitre. Première vraie page du chapitre. Le sud de Sorbet est en feu. Kuma est dans l'incendie et il essaye de sauver le maximum de personnes. Mais la liste des victimes s'allonge à chaque seconde. Bekori, lui, se réjouit de la situation. L'idée lui est venue de l'est, de Goa. Suite à cet énorme incendie, les dragons célestes étaient heureux que les pauvres meurent. Et lui, il veut refaire la même chose ici. La population du nord se soulève alors, mais le roi n'y voit que son intérêt. Jusqu'au moment où Kuma arrive au château et met fin au drame en une seule attaque. Le roi Bekori était encore chassé. Marie-Joise fut informée de la situation et de la nomination d'un nouveau roi, Kuma. Kuma est le sacrifié ultime. Même là, son pays se fait attaquer, il pourrait juste protéger sa petite fille et quelques vieux, partir avec eux, prendre la mer. Non, il a décidé de protéger tout le monde, d'aller jusque dans les flammes pour sortir les gens de leur maison. Et il n'a pas réussi à sauver tout le monde. C'est un énorme traumatisme pour lui, parce que ça le rappelle God Valley, le jour où il a sauvé énormément d'esclaves, mais où il n'a pas pu sauver tout le monde. Ça, c'est la même chose. Aujourd'hui, il est en train d'essayer de repousser les flammes, et sans doute il arrive à repousser les flammes en repoussant l'air, donc ça étouffe les flammes. Sauf que les maisons qui ont déjà brûlé, les maisons avec des personnes déjà mortes à l'intérieur, il ne peut rien faire. Et sa rage est en train de monter. Son sens du sacrifice augmente encore. Et il va jusqu'au roi Bekori. Bekori, le salaud de service. Et il va aller le démonter. Et ça c'est génial parce que là aussi il utilise l'ours à choc, il démonte l'ensemble du château et c'est ce qu'on voulait voir de lui. C'est la rage de Kuma, le Kuma humain, le Kuma qui veut protéger les autres. Bekori est de retour au royaume Sorbet et il détruit absolument tout. Il s'est inspiré de la tragédie Goa pour refaire la même chose sur son île et c'est vraiment horrible. Finalement les gens du sud, c'est de la gnognotte, il faut totalement les détruire et ça évidemment les révolutionnaires n'ont pas voulu laisser passer ça à Goa. Mais par contre, ce qui est étonnant quand même c'est que au royaume Sorbet, c'est Kuma qui est en train de tout décimer. Il est en train d'arrêter à lui seul cette folie du roi Bekori. Alors que quand même, pour Goa, il a fallu qu'il y ait Dragon, Ivankov, Kuma. Mais surtout, ils n'ont pas fait grand chose. Ils ont juste sauvé les personnes et ils sont partis. Ils ne sont pas partis descendre les rois qui étaient en train de tout brûler. Kuma l'a fait. Dragon et Kuma, ils sont assez puissants, plus Ivankov, qui est quand même pas négligeable. Ils auraient pu aller tous les trois et démonter les dragons célestes, non même pas des dragons célestes, démonter les rois, démonter les gardes, et c'était fini du royaume de Goa. C'est assez bizarre, peut-être que Dragon a un autre lien avec le royaume de Goa, encore plus profond que ce qu'on peut croire. Son histoire est peut-être encore plus lié. On sait qu'il est originaire de là-bas, on sait que son père est originaire là-bas, on sait que son fils est sans doute né là-bas. Donc, quel est le secret du royaume de Goa? Et ce vieux monsieur qu'on a vu qui était assis dans son fauteuil, qui regardait un petit peu tout brûlé, et cet homme-là, qui est-ce? Est-ce qu'il est lié à Dragon? Ça, c'est une très bonne question. Le soulèvement de la population se fait vachement sentir et ça fait plaisir. C'est-à-dire que même les gens du Nord commencent à dire que non, c'est pas normal que les gens du Sud soient en train de mourir comme ça. Et finalement, ça montre peut-être aussi cette cohésion qu'il y avait au royaume Sorbet grâce un peu à Kuma qui était tout le temps là pour les aider, peu importe qu'ils soient des gens du Sud ou du Nord. Et ça, c'est vraiment beau à voir. En tout cas, la cohésion, elle est en train de naître si elle n'existait pas avant. D'ailleurs,
petit point assez sympathique, il faut parler du fait qu'après les événements, Kuma soit devenu roi, c'est intéressant, que Saint Saturne a été directement informé, ça on voit bien le parallèle, à chaque fois on voit Saint Saturne, on voit Kuma, on sait que leur histoire est très liée, ça va sans doute se rejoindre au chapitre 1100, mais qui informe Saint Saturne? C'est Foxy. Et ben de deux il ressemble vachement à Foxy, et moi ça m'a choqué mais totalement fou. Mais c'est pas Foxy, forcément c'est pas Foxy, c'est peut-être même un personnage qui va être important, peut-être un cavalier céleste, un cavalier divin, ou je ne sais quoi, mais pour le moment, moi je mets sur Foxy. Au royaume sorbet, tous les habitants ont demandé à Kuma de devenir le roi, et celui-ci a fini par accepter. Mais par contre, en étant toujours égal à lui-même, sans gouverner et en restant de sa petite église. Le vrai dirigeant n'était autre que le précédent roi, Bulldog. Quelques jours après, une jeune femme commençait à courir dans l'église, se donnant un cœur joie pour montrer son endurance. Et cette jeune femme, c'est une réplique exacte de Ginny. Tous étaient complètement choqués, et Kuma le premier. Mais évidemment, ce n'était nul autre que Bonnet qui venait de manger un fruit du démon par inadvertance. Et selon les habitants, c'est le Toshi-Toshi-no-Mi. Et lorsqu'elle vieillit, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'ancienne reine du royaume sorbet, la mère de Bulldog, la vieille reine douairière Konei. Le roi Bulldog apprit à Kuma que Bekori avait survécu et qu'il avait fait courir la rumeur que c'était Kuma qui avait brûlé le royaume pour s'en emparer, d'où son fameux titre de tyran. Il ne tardera pas à revenir, alors forcément, Kuma devrait fuir. Il laissera le royaume aux mains de Bulldog avant de laisser sa petite Bonnet aux mains de celui-ci et de Konei pour mieux la protéger. Kuma est devenu roi. Parce que la population l'a demandé, il a uni le nord et le sud et ils l'ont élu. Ils ont crié son nom. C'est incroyable. Par contre, ce n'est pas un vrai roi. C'est un faux roi, c'est un roi d'apparat, il le dit lui-même, car le vrai souverain, celui qui commande à tout le monde et qui donne les ordres, qui gère le pays, c'est l'ancien roi, c'est Bulldog. Déjà, ça c'est très intéressant. Ça on ne le savait pas. L'ancien roi de Sorbet était quelqu'un de bien. D'ailleurs, on se demande là déjà quel était le lien entre Bekori et Bulldog. Est-ce que c'est son fils? Est-ce qu'ils ont un lien de parenté? Est-ce qu'il y a un coup d'état? On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et ça, il manque d'explications dans ce chapitre, on trouve. C'est un petit peu... C'est pas rush non plus, parce que le chapitre de Kuma, le flashback de Kuma dure depuis quelques chapitres quand même. Mais il y a des petits trucs où on aimerait bien des éclaircissements et sans doute qu'on va avoir des réponses dans les SBS. En tout cas, Bekori, lui, il a survécu. Il est parti et encore une fois, ce qui est fou, c'est que le gouvernement l'écoute même après ses multiples défaites, il a réussi à faire passer Kuma pour un tyran, pour l'homme qui a débarqué, qui a tout brûlé, qui a dit « moi ». Je prends le contrôle de l'ensemble, alors que ce n'était pas du tout le cas. Ça, c'est un énorme coup de maître. Pour Bonnet, c'est assez étonnant et c'est même un peu dommage, c'est que on apprend qu'elle a mangé son fruit, mais on ne voit rien. Et nous, on aurait vraiment aimé voir ça, on aurait déjà aimé voir à quoi ressemble son fruit du démon, mais surtout comment finalement elle a pu le trouver, parce qu'elle est censée être dans l'église et ne pas pouvoir sortir. Donc comment elle a pu le trouver? Est-ce que le fruit est apparu comme par magie? Est-ce que quelqu'un est venu le donner? Est-ce qu'elle est sortie en cachette, genre ni vu ni connu, juste vite fait, et puis oh, elle a trouvé un fruit, elle l'a mangé? Non, on aurait vraiment aimé savoir comment ça s'est passé, plutôt que de juste apprendre qu'elle a mangé son fruit, parce que ça c'est ce qu'on savait déjà tous depuis le début. C'est assez bizarre, il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe. Par contre, une grosse justification et qui manquait dans ce flashback, c'est qu'on voit Bulldog et sa maman, la reine douairière, Conis. Et là, on voit Conis, on voit sa ressemblance avec Bonnet quand elle était petite, enfin non, quand elle devient vieille. Et donc ça justifie que celle-ci puisse se faire passer pour Conis. Mais c'est quoi cette ressemblance? Pourquoi il y a une ressemblance? Mais ok, est-ce que Oda veut nous dire que toute personne âgée finit par se ressembler? Non, mais je sais pas trop. Moi, je suis pas convaincu par ça. J'aurais aimé avoir un lien de parenté, un truc un peu plus compliqué, un peu plus complexe dans tout ça, mais c'est pas le cas. Faut l'avouer, c'est un peu dommage, mais on prend ce qu'on nous donne. Les habitants ont un livre qui liste finalement tous les fruits du démon. Et ça, au début, ça nous a étonnés parce qu'on se dit pourquoi est-ce que ces habitants-là auraient ce livre? En tout cas, c'est pas qu'on les imaginait un peu pauvres, mais en tout cas, on les imaginait pas pouvoir avoir accès à ce genre de livre. Mais c'est vrai qu'on s'est dit aussi que depuis que Kuma est roi, et peut-être qu'ils ont un peu plus la main mise sur ce genre de bouquins, qu'ils ont pu aller au château, récupérer des livres que jamais ils n'auraient pu avoir accès autrement. Hey Bulldog, on a besoin d'un livre sur les fruits du démon. Merci. C'est intéressant. Et on peut voir que là-bas, ils ont l'encyclopédie qui est sans doute un peu répandue. On se demande pourquoi au royaume de Goa, personne n'a vérifié pour le fruit de Luffy. Pourquoi dans le monde entier, à chaque fois que Luffy passait, personne ne se posait la question pourquoi le fruit de Luffy, c'est le Gomu Gomu alors qu'il n'y a aucun Gomu Gomu dans cette encyclopédie. Ok, il y a des fruits qui sont encore inconnus, mais c'est assez particulier. Très particulier même. Et tac. Petite référence à la guerre de 71 entre la France et l'Allemagne, c'est que cette guerre a été déclarée à peu près depuis une station balnéaire par Guillaume II. Et donc ça, c'est aussi en disant que tiens, il fait tout ça d'une station balnéaire, ça peut être une petite référence de la part d'Oda, juste pour la caser
juste ici, et ça serait intéressant. Et là pour Kuma, il y a une nouvelle séparation. Il avait été séparé de force avec Ginny, et là, il le sait très bien, c'est pour Bonnet qu'il le fait, mais forcément ça va le rendre très triste de laisser Bonnet au roi Bulldog, et forcément pour Bonnet aussi, je pense qu'elle a jamais été séparée aussi longtemps en tout cas de son papa, donc là, c'est très dur et on le voit. Kuma fait face à l'armada du roi Bécori. Il ordonne à ses soldats d'abattre Kuma, l'usurpateur de son trône. Mais évidemment, Kuma coula tous les navires en face de lui et il prit le large. Il visita ensuite le monde entier. Il s'arrêta sur de nombreuses îles dans l'espoir de trouver une solution à la maladie de sa petite fille, mais en vain. Et pendant ce temps, la petite Jewery était triste. Elle attendait avec impatience le retour de son papa et elle refusait de comprendre les raisons qui l'ont poussée à partir. En chemin, Kuma croise ses amis, l'armée révolutionnaire. Il y apprend beaucoup de choses. Il apprend qu'Ivankov et Inazuma se sont fait arrêter et sont actuellement en prison, mais aussi que Bello Betty est une bonne prétendante pour reprendre le titre de commandante de l'armée de l'Est, le titre qu'a laissé Ginny derrière elle. De leur côté, ils n'attendent plus que l'accord de Kuma, et lui, il l'accepte sans sourciller. Dragon en profite aussi pour mettre Kuma sur la piste de Vegapunk, un scientifique de renom qui pourra peut-être aider la petite Bonnet. Et voici Rocky 3, Bécori 3, le retour. Eh oui, le mec il est fou. Il revient encore une fois avec une flotte de marines, et qu'est-ce qu'il fait? Il tombe sur Kuma en pleine mer, il essaie de tuer Kuma à nouveau, et là, tous meurent sans aucune exception. Il va couler tout le monde. Kuma fait un carnage. Et là, il mérite son titre de tyran au minimum. Il devient pirate à cet instant précis, quand il prend la mer, qu'il défie la marine. Et on voit bien le changement. Avant, c'était des rois, des gardes qui étaient contre lui, des dragons célestes. Et là, maintenant, c'est des marines. Et donc, il devient un vrai pirate. Les pirates, c'est la marine qui s'en occupe. Ça, c'est juste génial ce qui se passe. Est-ce que c'est bien mérité pour Bécori? C'est une bonne question. On souhaite la mort de personne, mais en même temps, cet homme voulait la mort de tellement de personnes. Il voulait juste enrichir son pays, mais il n'a pas compris que, en fait, il faut de tout pour faire un pays. C'est très complexe, mais en même temps, Bécori ne méritait pas de continuer à être un antagoniste de One Piece, tellement il était mauvais. Kuma fait vraiment tout pour sauver Bonnet, c'est-à-dire qu'il voyage énormément, il visite plusieurs îles. Et d'ailleurs ces îles, je pense que vous avez tous remarqué, mais ce sont effectivement les îles où Kuma a envoyé les Mugiwara pour se perfectionner et pour s'entraîner. Ouais, d'ailleurs, point important, il y a Kuragana, l'île de Mihawk. Il est parti là-bas et on voit qu'il y a des débris, ça veut dire que l'île était déjà en ruine. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, n'oubliez pas. Mihawk était-il déjà chez Shichibukai? Était-il déjà sur place? A-t-il rencontré Mihawk? Se sont-ils battus? Y a-t-il eu discussion entre eux? Il y a tant de questions à avoir là-dessus, tant de choses. D'ailleurs, ce sont deux personnes dont l'équipage se résume à une seule personne. Ils ont des choses en commun, mine de rien. Ça nous fait dire que l'histoire de Mihawk, elle pourrait être aussi cool, aussi classe, et peut-être qu'on va revoir Kuma à l'intérieur. Peut-être qu'ils ont fait une team-up pendant un moment, on ne sait pas. On sait rien du tout, et ça peut être génialissime. Mais par contre, pourquoi aller sur Kuraganaï? Est-ce que ça veut dire qu'avant, il y avait une médecine de pointe sur place, il y avait des choses incroyables qui font que le royaume était très très connu. Et ensuite, il est tombé, et puis tout s'est évaporé, sauf que Kuma, lui, il est passé pour voir s'il restait des choses. On voit également à nouveau Abdullah et Jet, et ça fait super plaisir, parce que c'est vrai qu'ils avaient aidé déjà Luffy à Dressrosa, donc les revoir, franchement, ça fait super plaisir. C'est des personnages assez particuliers, mais en même temps, on a envie de dire pourquoi pas les revoir, et c'est ça qu'on aime avec One Piece, c'est les petits retours à des moments qui étaient totalement imprévisibles, et tu te dis waouh, c'est cool. Ah waouh, moi en fait, ces personnages-là, je les ai détestés dans Dressrosa, mais là, ça me fait tellement plaisir de les revoir. Je suis sûr que c'est la même chose pour vous, et je vous laisse le dire en commentaire si c'est le cas. Et si ça se trouve pour certains, vous les avez déjà oubliés, mais c'est pas grave, y a pas de souci, moi aussi je les avais un peu oubliés. Et on a les retrouvailles avec Dragon qui font plaisir. C'était le pur hasard. Ils sont tombés sur Kuma alors qu'ils étaient avec leur nouveau bateau d'ailleurs. C'est le nouveau bateau, c'est le Wind Granma. Et là, ce qui se passe, c'est que Dragon, il a l'air un peu content de voir Kuma, mais en même temps, il est en train de dire Ivankov, elle s'est fait attraper. Mais sois moins content. Sois moins content. J'ai l'impression que cette première génération, en tout cas à cette époque-là, cette première génération de révolutionnaires, était en train de s'effriter. Il était en train de recruter un peu partout. Ok, l'organisation montait, il y avait beaucoup de révolutions qui étaient en train de se préparer, mais c'était plus la même organisation qu'avant. Tout avait un peu changé, et Dragon, lui, il avait toujours son objectif. Certes, il était la seule constante. Alors, il parle de Sabo, il parle de Koala, et dedans, on a l'apparition de Bello Betty il y a quelques années. La Bello Betty qui rêve de devenir commandante de l'armée de l'Est, mais qui ne peut pas parce que moralement, Dragon ne peut pas le donner à une autre personne que Ginny, tant que Kuma n'a pas dit c'est ok. Et Kuma, il regarde Bello Betty, peut-être qu'il connaissait déjà Bello Betty, mais il la cerne et dit ok, tu es la digne héritière de Ginny, tu peux
prendre l'armée de l'Est. Ça, c'est génial. Moi, je trouve qu'il y a une belle passation, une belle continuité, et on mise beaucoup sur Bello Betty. Mine de rien, on va faire des théories où elle sera au centre de la chose, parce que clairement, c'est une révolutionnaire qui a son importance, et son fruit du démon est juste incroyable. Donc pour nous, on mise énormément sur elle. Mais l'information importante pour Kuma, c'est que Dragon lui dit que Vegapunk est accessible, et que là, forcément, il peut y aller, et c'est ce qu'il doit faire, parce que c'est sans doute la seule personne à pouvoir aider Bonnet. Kuma a récupéré Bonnet et l'a emmené à la division scientifique de la marine, là où se trouve Vegapunk. Celui-ci est étonné par la carrure de Kuma, mais le plus important, c'est Bonnet. Et le scientifique confirme qu'il peut guérir la petite grâce à une toute nouvelle méthode scientifique. Il va lui faire une greffe de cellules souches. Mais évidemment, tout cela a un coût. Mais heureusement, Vegapunk va proposer un petit arrangement. Et après une brève analyse sur Kuma, il en a conclu qu'il était un boucanier. Et ça, ce serait parfait pour ses recherches. Il propose alors de guérir Bonnet en échange de son ADN afin qu'il puisse créer une armée de clones pour la marine. Mais par contre, ceux qui ne savent pas, c'est que Saint Saturne écoute leur conversation. Et évidemment, au nom de la paix, Kuma va accepter. Et pour sauver sa fille, il est prêt à pactiser avec le diable. On a ici affaire à un énorme et un vrai génie, c'est moi. Non, je blague. C'est Vegapunk. Et franchement, il fait une entrée fracassante dans l'histoire de Kuma. Ça fait plaisir. C'est vrai, c'est le seul personnage qui a clairement dit « C'est bon, je peux guérir ça, moi, il n'y a pas de souci, vas-y, tu donnes l'oseille, moi je fais ce qu'il faut. » Non, c'est le seul. Et il aurait même pu soigner l'eau, il n'y aurait eu aucun souci à l'époque. Toutes les maladies, on a l'impression qu'il arrive à les soigner. Mais grâce à quelle technologie? C'est ça la vraie question. Est-ce que c'est une technologie ancienne qu'il a compris et qu'il veut remettre en fait en fonction? Ou alors c'est une technologie qu'il a réussi à faire à partir de tout ce qu'il a lu et à développer lui-même? Ça, c'est de très bonnes questions qui vont arriver par la suite. On commence à se demander si les royaumes antiques, c'était pas juste une sorte de royaume qui nous ressemblait, en fait, pas vraiment, on n'est pas un royaume, mais un monde qui ressemblait au nôtre avec les mêmes technologies, qui a été écrasé par le gouvernement mondial, et donc on a les mêmes connaissances que ce qu'on a actuellement. Ça pourrait être intéressant, ça pourrait changer la vision qu'on a de la fin de One Piece et des royaumes antiques évidemment. En tout cas, c'est enfin une bonne nouvelle pour Kuma parce qu'effectivement, il a fait énormément d'îles, il a fait tellement de recherches pour avoir une solution à cette maladie que là, enfin, Vegapunk lui apporte ça sur un plateau d'argent. Bon, il y a quand même un coût à tout ça, c'est normal. Mais en tout cas, ça fait du bien de voir qu'il y a une solution et forcément, Kuma, il est prêt à tout. Ce qui est assez étonnant, c'est que Kuma était déjà sur la piste de Vegapunk. Car n'oublie pas qu'il est passé sur l'île où Franky s'est entraîné, ce qui appartenait à Vegapunk, en tout cas où Vegapunk est né et a grandi. Donc il y avait un petit truc. Il savait que Vegapunk aurait peut-être pu soigner sa fille. Mais comme il ne le trouvait pas à l'époque, il ne pouvait pas s'en approcher à cause des marines. Il a peut-être un peu laissé tomber. Là, il y est allé. Et la solution sont les cellules souches. C'est un peu compliqué. Les cellules souches, ça ne peut pas forcément s'utiliser comme ça. Mais bon, on ne sait pas trop quelle est la nature de cette maladie. Vegapunk comprend beaucoup mieux que nous, semble-t-il. Et il peut soigner tout et n'importe quoi. On l'a vu dans One Piece, les technologies qu'ils utilisent dedans, même s'ils ont les mêmes noms que dans notre monde, c'est pas forcément la même chose. Depuis quelques chapitres, Oda est en train de nous mettre sur la piste des démons, tout simplement. On a Saint Saturne qui arrive avec cette arrivée démoniaque, ce cercle, voilà. Et on a de plus en plus des petites références. Donc là, on a déjà un Kuma qui dit qu'il est prêt à tout, même à faire un pacte avec le diable. Et finalement, ce ne sera sans doute pas si faux que ça, parce qu'on sait que Saint Saturne derrière est en train d'écouter leur conversation. Donc il peut très bien débarquer et dire hop, avant que vous finissez votre pacte à vous, moi je m'interpose et je vous dis non, vous faites pas ça comme ça, mais à condition que ceci, cela. Voilà, en gros. Exactement. Très résumé, mais on sait que ce monstre de Saint Saturne va s'interposer et va faire les choses à sa manière. Et surtout, on a la justification des pacifistas. Le nom pacifista, c'est parce que Kuma, c'était un guerrier de la paix, un homme qui voulait uniquement la paix. C'est vrai, c'est les enseignements que ses ancêtres ont laissés à son père, qui a lui-même transféré tout ça à Kuma, et aujourd'hui, il ne veut que la paix, il veut la libération du monde. Sauf que pacifista, c'est bien beau, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Pacifista, c'est destruction, on le voit, ça a tué plus que ça n'a sauvé. Et clairement, la justification se trouve avec Saint Saturne, qui dit que lui, il ne pense pas qu'une arme se juge uniquement au nombre de victimes qu'elle peut faire. C'est cruel, mais c'est un peu vrai. Une arme, c'est ça. Le nombre de victimes qu'une arme peut faire, c'est vrai que ça jauge de sa qualité et de son efficacité. Il est pragmatique, mais en même temps, il est un monstre. C'est un démon. Et là, il va débarquer, il va dire « Hé mec, soit je te bute, toi, ta fille, je m'en fous de ses origines, je m'en fous de Dragon Céleste ou pas, je vous bute, ou alors, on va s'amuser. Toi, tu m'avais échappé sur God Valley, tu te rappelles, mon petit? Et maintenant, je veux ton âme. » Et il va vendre son âme
à Saint-Saturne, en échange de la survie de sa fille et en échange du fait qu'il devienne un pacifista. Malheureusement, c'est la contrepartie. Ce sera sans doute expliqué au prochain chapitre et il y aura sans doute beaucoup plus de choses parce que là on aura un peu une introduction au monde des démons dans One Piece, au pacte démoniaque et donc ça va être juste génial. On aura un peu plus des royaumes antiques et un peu plus de ce que Nika voulait combattre, c'est-à-dire le Gorosei et Im-sama. Et enfin, voici des petites prédictions pour le prochain chapitre. Numéro 1, Saint-Saturne débarque et fait un autre pacte avec Kuma, un pacte à sa manière. Numéro 2, il apprend les origines de Bonnet et accepte qu'elle soit soignée. Numéro 3, Bonnet est entièrement guéri. Numéro 4, l'histoire reprend sur Egghead et Kuma débarque. Et enfin, numéro 5, le géant antique s'en mêle. Et voilà les accros de One Piece, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous quand même si elle n'a pas dit. Hein. Et on se retrouve très bientôt, on sort pas mal de vidéos. Dimanche, normalement, il y a une autre vidéo qui va vous plaire. Un nouveau concept qui arrive sur la chaîne, qui va faire long feu. Et donc, vous allez voir, ça va vous plaire énormément. À bientôt les accros de One Piece.